Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce grand dialogue de Studio Tamani, vous qui nous écoutez sur nos 85 radios partenaires à travers le pays, mais également sur notre page Facebook. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accord pour la paix et la réconciliation, l'appel au dialogue du gouvernement, l'espoir d'une relance du processus de paix, c'est le thème de ce débat. Le ministre de la Réconciliation chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation a appelé ce lundi les groupes signataires à reprendre le dialogue. Cela, dit-il, pour surmonter les défis actuels. Mais pour la coordination des mouvements de l'Azawad CMA, c'est de la poudre aux yeux, même si elle affirme rester engagée pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. La plateforme, quant à elle, ne se sent pas concernée car, dit-elle, elle n'a jamais quitté la table de dialogue. Peut-on s'attendre à une reprise du dialogue entre les parties signataires? Comment rétablir la confiance entre elles? Comment sauver l'accord pour la paix et la réconciliation? Nous en parlons dans ce grand dialogue avec nos invités. Dr Ali Tunkara, il est analyste des questions sécuritaires. Il est également directeur du Centre d'études sécuritaires stratégiques au Sahel. Dr Ngolo Diarra, enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Et Bakabini Keïta, enseignant-chercheur également à l'université. Sekou Gadjigo va modérer ce débat. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le grand dialogue. Merci, chers invités, d'être là. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif de ce débat, je le disais tantôt, le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation, le colonel-major Ismaël Ouagué, a invité les groupes signataires lundi dernier à reprendre le dialogue. Je vous invite à écouter ce papier de Arkia Touré. C'est dans un communiqué que le ministre chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale a lancé cet appel au dialogue. Le colonel Ismaël Ouagué invite les frères des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali à revenir à la table des négociations. Ainsi, le gouvernement dit réaffirmer son attachement à l'accord pour la paix et la réconciliation, mais aussi à l'accord de cessez-le-feu du 23 mai 2014. Alors, les groupes signataires de l'accord de paix répondront-ils à cet appel? En tout cas, la coordination des mouvements de l'Azawad affirme rester également engagée pour la mise en œuvre de l'accord de paix. Mais elle se dit tout de même confuse, car selon les responsables de la CMA, cette invitation intervient au moment où certaines de ses positions sont bombardées à Anefis. Cependant, dans une note publiée par l'armée ce lundi, il est plutôt mentionné que l'aviation Fama a visé un groupement de groupes terroristes dans le secteur d'Anefis. En ce qui concerne la plateforme, certains mouvements disent ne pas être concernés par cette invitation, car selon eux, ils n'ont jamais quitté la table de négociation. Alors, docteur Ali Tunkara, quelle lecture faites-vous de cet appel du gouvernement à l'endroit des groupes armés? Cet appel qui intervient à un moment où on assiste à une montée de la tension entre ces deux parties-là. C'est vrai que de la cessation d'hostilité mai 2014 à aujourd'hui, s'il y a un dénominateur commun pour toutes les parties engagées dans l'application de cet accord pour la paix et la réconciliation, ce serait la crise de confiance des parts et d'autres. Rappelons quand même que qu'on soit avec la partie Mali. Mali. Il n'y a jamais eu de confiance entre ces parties. Oui, la confiance, elle a quand même toujours manqué de 2015 à aujourd'hui, pour des raisons aussi très évidentes, de part et d'autre. Le contexte de la signature de cet accord pour la paix et la réconciliation est extrêmement important pour comprendre l'attitude douteuse qu'on pourrait observer ça et là. Le contexte, pourquoi il est important ce contexte? Le Mali, notamment, a accepté la cessation d'hostilité courant 2014 avant d'arriver à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, dans une posture où l'État était à la limite aux abois. De là aussi, si l'on questionne un peu le contenu de cet accord pour la paix et la réconciliation, on se rend compte qu'il a été signé
au nom de communautés, notamment celles dites des régions du Nord, lesquelles communautés majoritairement ne se reconnaissent pas dans ces différentes dispositions qui sont quand même consignées dans cet accord à leur nom. Donc ce qui fait que le diagnostic étant biaisé, qui a abouti ou qui a donné naissance à cet accord pour la paix, il n'y a rien d'étonnant qu'on assiste à des blocages par moment et par endroit, lesquels blocages vont au-delà de la simple crise de confiance. Il y a quand même des partis qui demandent des moyens financiers extrêmement importants, dont l'État du Mali ne serait pas en mesure aujourd'hui de les satisfaire, ces partis, dans l'accord, tels que ces questions de réinsertion ou de réintégration des membres des mouvements signataires, qu'ils soient de la Coordination Mouvement Lazare ou qu'ils soient de la plateforme. Toutes ces questions également liées à l'insertion professionnelle, notamment de donner des sommes importantes aux ex-combattants afin qu'ils puissent réintégrer le corps social. Tous ces éléments erronés expliqueraient pourquoi parfois il y a aussi des blocages. Mais fondamentalement, l'État du Mali s'est rendu compte que certes, il a signé cet accord pour la paix, mais lesquels accords ne seraient pas en phase non seulement avec la Constitution qui est quand même l'acte fondamental, mais surtout s'agissant des élections au suffrage universel, le président des régions. Et l'autre point qu'on oublie très souvent de rappeler avant de clore ce chapitre, le fait que la cessation d'hostilité est quand même intervenue dans un contexte où on a demandé à la partie malienne de rester là où elle est, et de même également aux mouvements armés de rester là où ils sont. Ce qui fait que pour les mouvements armés, toutes ces localités, Anafis, Ber, relèveraient de leur contrôle au nom même de la cessation d'hostilité. Donc je pense que c'est là que vous allez comprendre aisément le pourquoi le retrait de l'aménagement corrélera des tensions vives entre parties maliennes et parties dites des mouvements signataires ou non signataires de cet accord pour la paix. D'accord. Ngolo Diarra, que vous inspire cet appel qu'on peut considérer comme une main tendue du gouvernement à l'endroit des groupes armés? Ok, d'abord une pensée à tous ceux qui ont laissé leur vie pour la défense de la patrie et la défense de l'intégrité territoriale. C'est tout à fait normal. Le ministre en charge du département de la réconciliation, il est vraiment dans son rôle. Et il faut quand même reconnaître que ce scénario actuel, ça pouvait venir. C'est pas quelque chose vraiment surprenant, ça devrait venir. Et en tout cas, il faut reconnaître que l'accord et les questions de l'accord, d'abord, ces genres d'accords n'ont pas de valeur juridique, ça n'a vraiment pas de valeur juridique. C'est le principe de bonne foi pour leur application. Sauf qu'en 2017, c'est Bamako même qui a demandé au Conseil de sécurité que cet accord soit placé sous chapitre 7. Il y a eu la résolution 2374 de 2017. Alors, un groupe d'experts indépendants a été créé à ce niveau. D'ailleurs, il y a eu des régimes généraux de sanctions. Et l'aménagement a fait ses preuves dans ces cas. Il y a eu effectivement des personnes du côté de la CEMA, même du côté du Mali, qui ont été sanctionnées comme vraiment des individus qui veulent enfreindre l'application de l'accord. Tout a été fait. Mais le départ de l'aménagement, avec la signature de l'accord, vous avez vu, le mandat de la mission a atteint un certain niveau, à ce qu'on a demandé à la mission de coacher l'application de l'accord. Alors donc, la mission coachait l'application de l'accord et du coup, Bamako a demandé le retrait de la mission. Alors, une fois que cela arrive maintenant, les forces armées, les forces de défense et de sécurité vont faire leur mission régalienne. Ils vont chercher à défendre l'intégrité territoriale. C'est pourquoi, quand l'armée a tenté de monter, et ça a créé vraiment ces situations. En tout cas, quand même, il faut reconnaître que si on doit placer dans un cadre juridique, et ces groupes armés séparatistes ont commencé à demander à la création de l'État de l'Azawad au nom du droit de peuple à l'autodétermination. Alors, dans ce contexte pareil, ce droit est rétrogradé. Ce droit ne doit pas être appliqué dans ce sens que le droit de peuple à l'autodétermination était donné aux peuples colonisés qui cherchaient leur indépendance d'en faire l'usage pour avoir. Mais dans ces cas pareils, ça ne doit pas être fait. Alors donc, c'est dans ce contexte-là, et
la qualification des terroristes, qui est terroriste, qui n'est pas terroriste, reste encore flou. C'est pourquoi, vous avez vu tout à l'heure, quand Bamako, l'effort de défense et de sécurité parle effectivement des frappes de la position des terroristes, alors que la CIMA, de l'autre côté, part effectivement, évidemment, et leur position a été attaquée. Alors donc, c'est de voir ces camps, en tout cas de l'application du droit international, le départ de la mission devrait vraiment faciliter la tâche à Bamako, vraiment de retrouver effectivement tous ces territoires perdus. Alors, vous l'avez dit, je pense que le docteur Ali Tunkara aussi l'a écorché un peu, c'est suite au retrait de la MINUSMA et surtout la rétrocession de ces bases qu'on assiste à cette montée des tensions. Alors, ce que je voulais savoir avec Bakabini, l'accord n'avait-il pas prévu tout cela? Merci Sekou Gadjigo. De passage, permettez-moi de saluer mes collègues co-débatteurs, mais en même temps également saluer les auditeurs et téléspectateurs des télévisions partenaires à votre station. Ceci étant dit, je voudrais d'abord, pour comprendre la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, bien entendu, les collègues l'ont dit, le ministre de la Réconciliation est dans son rôle, évidemment, de tendre la main aux groupes armés, parce que ce sont dans une large mesure des enfants donc, de ce pays, donc quels que soient évidemment les différents, donc, à un moment donné, il faut quand même se retrouver autour de la table et il ne faut jamais se fatiguer également de se retrouver autour de la table. Mais ce qui complique... Quand les groupes armés disent par exemple qu'ils ne comprennent pas que pendant qu'on tend la main et que leurs positions sont bombardées, même si le gouvernement dit que ce sont des terroristes, voilà, qu'il a visé. Oui, justement, ce qui complique, c'est cet aspect que je voudrais aborder, mais permettez-moi de rappeler que ce qui complique la résolution en fait, de la situation, c'est aussi la manière dont les choses se sont nouées dès le départ. Et je pense qu'il y a l'ancien ambassadeur français Nicolas Narma qui l'avait dit à son temps que ça allait être une erreur de la part, et je crois que l'histoire lui a donné raison, de la part de l'État français de traiter avec le MNLA au lieu de traiter effectivement avec l'État malien. Donc il se trouve que dès le départ, l'État français s'est allié évidemment aux groupes armés. Et donc maintenant, l'arrivée de la MINUSMA dans notre pays a trouvé cette situation confuse sur place. Et donc, ce qui fait qu'au moment effectivement de la rétrocession, on se trouve dans une situation où il y a des groupes qui sont parrainés. Et Golo l'a dit aussi, il est extrêmement difficile évidemment de faire la différence. Et c'était ça d'ailleurs l'inquiétude de l'ambassadeur, à savoir comment distinguer les groupes armés, les rebelles des terroristes. Donc voilà toute la question qui était posée. Donc il fallait... Est-ce qu'avec la signature de l'accord, ce problème n'était pas résolu? On savait qui était ex-rebelle et qui était terroriste. Non, le problème, c'est que les groupes se font et se défont au gré des circonstances et des alliances. Donc c'est ça aussi la grosse difficulté. Aujourd'hui, le jour, évidemment, ils sont rebelles, la nuit, ils deviennent terroristes. Donc ça devient extrêmement compliqué de savoir qui est terroriste dans cette circonstance, qui ne l'est pas. Donc ceci dit, l'État malien, évidemment, avec la rétrocession, est dans son droit et de réclamer tous les camps qui sont détenus par la force internationale, les casques bleus donc des Nations Unies, la MINUSMA. Et donc il est totalement dans son droit effectivement de revendiquer ces camps-là. Mais maintenant, quant aux groupes armés qui disent que nos positions sont bombardées, et donc ce qui s'y pose, ils revendiquent, comme Ali l'a dit, la paternité, la propriété de camps, comme si effectivement ces positions leur appartenaient quand on signait le cessez-le-feu. Et donc, au moment de la rétrocession, donc, ces groupes voudraient que ces camps les reviennent. Ce qui est tout à fait, effectivement, moi je dirais, nous sommes dans un
problème à la fois juridico-politique. Juridique parce qu'effectivement, il y a une question de droit international qui se pose. Et Golo l'a dit. Moi, je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, les groupes armés ne peuvent pas réclamer l'indépendance, notamment les groupes séparatistes. Ils ne peuvent pas revendiquer l'indépendance des partis qui l'occupaient pour la simple raison, pas simplement parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une situation de colonisation, mais tout simplement parce que la grande majorité, Ali l'a rappelé, je crois, dans son intervention, la grande majorité des populations ne se voient pas, ne se reconnaissent pas dans la lutte ou en tout cas dans le forfait qu'ils sont en train de commettre il y a plus de 10 ans. Et donc, dans ces conditions, je crois que la lutte, le conflit, le bras de fer est inévitable entre le gouvernement et ses groupes armés, mais en même temps, à côté de ce bras de fer, de ce conflit, donc il ne faut pas écarter la possibilité de négociation entre l'État et... D'accord. Docteur Ali Tounkara, et l'accord dans tout ça, est-ce que l'accord ne devait pas, si on s'en tenait à l'accord, à ce qui est dit dans ce texte, est-ce que ça ne pouvait pas nous éviter ce problème aujourd'hui? Est-ce normal que des groupes armés revendiquent des bases alors qu'elles devaient revenir à l'armée, si c'est bien précisé dans l'accord? Alors, les groupes armés, ils n'aiment pas qu'on les appelle les groupes armés, les mouvements armés, vous diront aussi que voilà, c'est vrai, il était prévu que le 3 premiers mois qui devaient suivre la signature de l'accord pour la paix, que tout le monde soit cantonné en tant que mouvement armé, et puis voir réinsérer ou réintégrer, peu importe l'expression. L'État aussi, de son côté, vous dira que voilà, c'est vrai, j'ai signé l'accord dans une situation où j'étais quasiment dans une situation très délétère, donc qui était à ma défaveur. Donc je pense que de part et d'autre, on est dans une sorte d'hésitation, mais les mouvements signataires sont quand même très clairs à propos d'une possible révision. Ils disent clairement qu'ils ne sont pas pour un tel exercice. Donc pour dire que, à coup sûr, les craintes qui sont soulevées par l'autre partie malienne sont légitimes. Mais quand on interroge les mouvements signataires, on se rend compte qu'effectivement, cet accord pour la paix est tout à fait pertinent, il est cohérent et constant. Mais je pense fondamentalement, du point de vue analytique, ce qui bloque, c'est le fait qu'il a été paraphé à la suite d'un diagnostic biaisé. Tout le problème, il est là. Si vous prenez des acteurs qui sont à l'origine de la rébellion de 2012, dont les conséquences sont toujours vivaces, ces acteurs l'ont quand même fait au nom de l'ensemble des régions dites nord du Mali. Or, ils sont ultra minoritaires. Comment peut-on, au nom de la force des armes, agir au nom de toutes les régions de Kidal, Tombouctou, Gao, voire Mopti, et même une partie des Ségou. Donc clairement, le biais, il est là. Donc, ce qui fait que même les populations, certaines populations d'ailleurs de la région de Kidal, beaucoup plus dans des régions comme Gao, Tombouctou, ne se retrouvent pas dans ce qui est porté en leur nom. Donc c'est ça le fond du problème. Les primo-arrivants en termes d'action violente savent pertinemment que l'accord rendu effectif en l'état, on n'a pas besoin d'être un charlatan ou un jomassien. Le Mali va assister à ses funérailles en termes justement de l'indépendance de certaines parties du territoire aujourd'hui qui seraient momentanément sous contrôle de groupes armés. Donc je pense que l'insistance des groupes armés à une effectivité réelle de cet accord pour la paix en dit long. Et de l'autre côté, l'hésitation permanente de l'État avec des expressions, applications intelligentes, relecture et intelligence, nous laisse entendre aussi qu'effectivement, c'est la partie malienne, donc la partie gouvernementale, qui serait vue dans cet accord comme perdante. Je pense que comment aujourd'hui, objectivement, comprendre
ce décalage entre les attentes de part et d'autre sans interroger le contexte et les circonstances qui ont sous-tendu la signature de cet accord pour la paix. D'ailleurs, si vous regardez un peu les localités qui nourrissent les mouvements armés, qui sont Anafis, Ber, pour leur position géostratégique, le fait qu'on assiste à une mobilité sans précédent des marchandises, des personnes ou des checkpoints font vivre ces mouvements armés, lesquels checkpoints aujourd'hui sont sérieusement hypothéqués par une présence marquée de l'armée malienne. Ce sont ces raisons, entre autres, qui font qu'aujourd'hui, pour les mouvements signataires, Bamako est dans le déni parce qu'ils cherchent dans le même temps à les asphyxier et au même moment, ils leur demandent de revenir sur la table de négociation. Donc je pense que les points de vue sont tellement antinomiques à ce stade de l'application de l'accord pour la paix. Il ne faut quand même pas aussi être trop pessimiste. Il y a eu un certain nombre de points qui ont été accomplis. S'agissant de l'armée reconstituée, même là également, il y a des insuffisances, mais c'est quand même une réalité. De même également, la mise en place de ces autorités intérimaires, sans occulter la mise en place d'un organe qui s'est intéressé aux victimes de ce conflit. Donc, il y a eu des efforts. Mais c'est vrai que les efforts, si on les met en parallèle avec l'ensemble des points consignés dans l'accord, les points qui fâchent, malheureusement, on fait fi de ce point. En fait. Alors, vous l'avez dit, il ne faut pas être pessimiste, mais quand on écoute la réaction de la CEMA à cet appel du gouvernement qui pense que c'est de la poudre aux yeux, est-ce que c'est rassurant, Golo Diarra? Tout comme fait, Bamako est dans son rôle. Le Mali est un État indépendant. Le Mali est membre des Nations Unies depuis 1960. Alors son intégrité territoriale, il doit vraiment protéger. C'est bien ça. Même si l'évolution des choses fait de telle sorte que le pays a un peu négligé à ce conflit. Alors aujourd'hui, on peut faire table rase de tout ce qu'on a eu comme acquis depuis la signature de l'accord, la cessation des hostilités et dire que bon, on peut continuer maintenant, nous sommes un État indépendant. Non, en fait, le gouvernement, l'État malien a fait de son mieux. En tout cas, en ce qui concerne l'application de l'accord, je pense que l'État a fait un grand pas. Mais sauf que la réalité est que la prétention de ces groupes armés, c'est d'avoir l'état de l'Azawad. En réalité, ça c'est le combat. Ça c'est le combat et comment vraiment conserver vraiment cette partie, comment dire, là, du pays. Sinon, en réalité, quand vous prenez l'accord, l'article 6, le dernier alinéa de l'accord parle de la création d'une deuxième, évidemment, une deuxième chambre. Le Mali a été obligé, voilà, de faire une nouvelle constitution pour prendre vraiment ces éléments-là en compte. Donc c'est pour dire que, on appelle ça les aptitudes des rebelles en réalité. Je me suis intéressé beaucoup à ce conflit armé. J'ai enseigné à certains niveaux vraiment de l'État et comment éradiquer ces situations. Mais cela n'est pas dire que l'État, dans la défense de son intégrité territoriale, qu'il faut vraiment faire l'enlissement de la chose. Et c'est pourquoi le ministre en charge vraiment de la réconciliation a demandé à ceux qui viennent sur la table. Donc, Mao Tse-tung disait que la politique est une guerre sans effusion de sang et la guerre est une politique avec effusion de sang. Si par la paix, par la négociation, par le dialogue, on peut vraiment revenir à une situation normale, c'est quand même bien. Mais en réalité, l'État a le droit de défendre son intégrité territoriale. Alors, Baka Bini, nous voyons que c'est des positions qui s'éloignent quand même. La CEMA qui s'arc-boute sur l'application effective de l'accord aujourd'hui. On ne parle même pas d'application, même s'il affirme qu'elle reste engagée. Mais les positions, en tout cas, s'éloignent un peu. Comment concilier ces différentes positions, en tout cas entre l'État et la CEMA? Bon, je pense qu'ils vont finir par se retrouver d'une manière ou d'une autre. Puisque pour moi, ce qui est en jeu, c'est d'abord un rapport de force. Et quand je dis un rapport de force, il ne s'agit pas seulement de force guerrière, mais il s'agit aussi de force politique, diplomatique. Quand le Mali signait l'accord, le soutien diplomatique qu'il a aujourd'hui, il ne l'avait pas
il y a quelques années. Et puis, le retrait de la MINUSMA qui a été aussi signé entre le Mali et les Nations Unies, c'est quelque chose aussi qui renforce la position de l'État malien. Donc, on ne peut pas rétrocéder des camps occupés par les forces de la MINUSMA au nom donc du maintien de la paix. Donc, on ne peut pas céder ces camps à des forces rebelles, quel que soit au nom de quelque accord de paix que ce soit. Donc, ça c'est impossible. Donc, aujourd'hui, je pense que les rapports de force sont en train de changer, pour ne pas dire que les rapports de force ont changé en faveur de l'État malien. Et pour le rappeler rapidement, changer parce que d'abord, il a le soutien aujourd'hui de l'ONU, même si peut-être il y a des puissances au sein donc, des Nations Unies qui ne veulent pas de ça. Mais le fait d'accepter l'ONU est d'accord que les bases soient rétrocédées à l'État malien. Okay. Et donc, ce qui est un coup dur. Et d'ailleurs, c'est ça que certains groupes armés, même si Ali dit qu'ils n'aiment pas être appelés ainsi, bon, chacun de nous aussi est libre de les appeler comme il veut. Et donc, à mon avis, ça c'est un problème qui pèse contre aujourd'hui les groupes armés. Donc l'État malien est en position de force, mais même s'il est en position de force, il a affaire aussi avec des Maliens. Et donc, puisqu'il a affaire avec des Maliens, donc, il est obligé politiquement et donc, les appeler pour voir avec eux qu'est-ce qui peut être sauvé. Je crois que c'est ça le sens de l'application intelligente de l'accord. Il y a un différend. Donc l'État malien, si vous voulez, en appelant les groupes armés à la table de négociation, les invite à renoncer à la violence. Donc, pour dire que le monopole de la violence légitime appartient à l'État, donc aux autorités aujourd'hui de ce pays. Donc, aucun groupe, au nom de quelque accord que ce soit, aujourd'hui ne peut pas se prévaloir de cette violence, qu'elle soit légitime ou qu'elle soit légale. Donc, c'est impossible. Donc, seul l'État a le droit d'exercer la violence légitime. Et donc, en lançant cet appel à travers le ministère de la Réconciliation nationale, l'État malien dit, bon, quittons le champ de la force guerrière et installons-nous, si vous voulez, dans le champ de la politique. Donc, s'il s'agit de discuter entre nous, donc c'est ça la politique, s'il s'agit de discuter entre nous, il n'y a aucun problème. Nous sommes tous les enfants de ce pays. Et donc, voilà, venez et essayons de voir carte sur table ce qui est possible entre nous. Mais s'il s'agit de continuer, que des groupes continuent à monopoliser une partie du pays au nom de quelques revendications que ce soit, donc cela n'est acceptable par aucun pays du monde. Et je crois que le droit international, dont il est question aussi dans ce problème, ne reconnaît pas effectivement que des groupes armés s'emparent d'une partie du pays. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que les Nations Unies sont intervenues à travers la MINUSMA, même si on sait que derrière, effectivement, tout cela également, qu'il y a des enjeux géopolitiques, géostratégiques. Ça pourrait être l'objet d'un autre débat. Docteur Ali Tounkara, la MINUSMA qui se retire, alors on voit également que la tension monte entre ces différentes parties signataires de l'accord. Les bases de la MINUSMA de Kidal et d'autres localités comme Tessali doivent aussi être rétrocédées à l'armée. Comment faire en sorte que tout cela puisse passer sans qu'il y ait encore une montée d'adrénaline au niveau des différentes parties? Malheureusement... Alors que vous parlez d'intérêt stratégique en jeu. Clairement. Ce qui fait qu'on ne peut pas dans le secret de Dieu, mais tous laissent croire que même les autres bases, une fois qu'elles venaient à être rétrocédées au profit de l'État du Mali, cette rétrocession pourrait aboutir à des affrontements violents.
qui opposerait l'État du Mali, en l'occurrence les éléments de forces de défense et de sécurité, aux mouvements armés signataires de l'accord pour la paix. Non pas parce que les Nations Unies les ont confiés à l'État du Mali, parce que une fois que l'armée venait à être effective en termes d'opérationnalité dans ces localités, malheureusement, ces mouvements armés auraient du mal déjà à se nourrir. Comment payer la solde des hommes qui sont dans ces différents mouvements, comment également leur assurer une carrière dans la durée, notamment à travers le processus de l'intégration. Toutes ces craintes font qu'aujourd'hui, en particulier la coordination du mouvement de l'Azawad a la ferme conviction qu'au rythme de la reprise des bases onusiennes par l'armée malienne, si elle n'arrive pas à freiner cela, malheureusement, dans un avenir proche, elle aura du mal à avoir des hommes qui vont l'obéir. Donc je pense que toutes ces craintes font que sans succomber à aucune forme de jugement, expliquer le pourquoi aujourd'hui de ces sorties fracassantes dont la coordination du mouvement Lazare fait l'objet. Mais l'autre élément important, parce que c'est pas parce que c'est Anefis, c'est pas parce que c'est Ber, ce sont des localités. Si vous regardez un peu en cette période, ce qu'on appelle dans les régions du Nord, des eaux, naturellement, qu'on soit avec l'armée malienne, ce sont les voies maritimes qui sont privilégiées, tout ce qui concerne l'aspect logistique de l'armée, de même également pour l'évacuation des marchandises. Et ces voies maritimes, justement, passent par ces localités dont il est question aujourd'hui. Les marchandises en provenance de la Mauritanie, de l'Algérie, parce qu'on sait qu'avec ce qui se passe aujourd'hui au Niger, la partie, Kidal et Algérie, est sérieusement réduite en termes de mobilité. Qu'est-ce qu'on soit avec les personnes, qu'on soit avec les marchandises. Donc maintenant, la CEMA, même si elle n'a pas catégoriquement fermé l'accès Kidal-Gao, cet accès, il est très réduit aujourd'hui. Donc, tout ce qui concerne Tombouctou, c'est à partir de Tombouctou que des localités comme Douanza, même Mopti, même, Koulikoro, sont ravitaillées par des marchandises en provenance de la Mauritanie. Aujourd'hui, ce sont ces localités qui aujourd'hui souffriraient parce que certains mouvements armés qui étaient côté Anefis, même Ber, se sont vus aux portes de Tombouctou. Donc, ce qui expliquerait d'ailleurs le blocus, les gens ne comprennent pas suffisamment. Ce n'est pas un blocus. Il y a un lien entre ce blocus-là et la situation entre ces deux parties, l'État et la CEMA. Le lien, il est évident. Donc, assister à une levée facile de ce blocus, c'est de méconnaître comment il y a cette configuration entre l'avancée de l'armée vers Inefis, vers Ber, et de même également les attaques que subissent aujourd'hui les groupes radicaux violents, qui quand même, il faut être sérieux dans l'analyse, ont quand même de sérieuses incointances avec les mouvements armés. C'est pas moi qui l'ai dit. Si vous lisez les différents rapports produits par des institutions très crédibles en termes de cette complicité, duplicité, d'ailleurs, un ministre français d'alors avait même parlé de duplicité. Donc pour dire que aujourd'hui, vouloir à tout bout de champ dire que oui, c'est vrai, les mouvements armés sont quand même reconnus par l'accord pour la paix comme des mouvements signataires. Oui, mais il y a aussi des groupes terroristes d'Al-Qaïda ou de Sahraoui, donc l'État islamique. La frontière n'est pas aussi aisée. Quand on dépasse Douanza jusqu'à Kidal, on se rend compte que par moment et par endroit, les deux mouvements, qu'ils soient, ou les deux éléments, qu'ils soient l'œuvre ou qu'ils soient des mouvements signataires ou non signataires, ou qu'ils soient des groupes armés terroristes, opèrent quand même de concert. Donc pour dire que si l'armée parle de neutraliser des positions des terroristes, cela est compréhensible sans pour autant le légitimer du point de vue analytique. De même également, on comprend aisément que la CEMA s'efforce de débarquer à tout bout de champ, d'appartenir à une quelconque nébuleuse. Donc pour dire qu'au-delà des jeux des mots, l'acquaintance entre ces deux groupes sur le terrain, elle est quand même sans équivoque. D'accord, ça fait en tout cas depuis 2015, 8 ans que cet accord pour la paix et la réconciliation a été signé, issu du processus d'Alger.
Alors, 8 ans que ça piétine la mise en œuvre, jusqu'ici, elle est même bloquée, on peut le dire, en ce moment. Alors, comment faire aujourd'hui pour sauver cet accord? Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver dans cet accord? Ok, j'ai parlé effectivement de la légalité et de l'illégalité de ce type d'accords. Nous, on les appelle les accords post-crise. C'est des accords qui n'ont pas vraiment de valeur juridique. Alors, ces scénarios arrivent dans des États, surtout en Afrique, dans des États vraiment indépendants et des mouvements, de groupes politico-militaires. C'est une situation qui affecte effectivement l'Afrique en ces derniers temps, après la conquête des indépendances. En tout cas, le monde va se souvenir de cela. Il faut quand même reconnaître que l'organisation sous-régionale s'était prononcée sur la question, l'accord préliminaire de Ouaka. Alors, l'organisation sous-régionale avait demandé à... Oui, la CEDEAO s'était prononcée, l'accord préliminaire de Ouaga. L'organisation sous-régionale avait demandé à Bamako de ne pas signer quoi que ce soit avec les mouvements armés et tant qu'ils ne déposent pas des armes. Parce qu'en réalité, les experts avaient travaillé. À l'époque, c'était des militaires qui avaient fait des coups d'État. Ils n'ont pas vraiment su maîtriser la chose jusqu'à l'avènement d'Alger. Alors, à Alger également, on suivait les notes, on les disait, il faut tout faire pour que le mot Azawad ne revienne pas dans l'accord. Parce que là, déjà, le pays est attaqué au nom du droit du peuple à l'autodétermination. Et que dit ce droit? Ce droit dit, si vous êtes un peuple, vous êtes marginalisé. Il y a la majeure partie, les restes du pays est en train de vous marginaliser. Alors, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas ceci. Alors, le droit est donné, alors donc, de prendre les armes et demander l'autodétermination. Alors, donc, à ce niveau, ils ont utilisé ça. Et ce droit pose aussi un certain nombre de conditions. Alors, donc, maintenant, pour arriver à ça, il faut avoir le statut de mouvement de libération. Pour avoir le statut de mouvement de libération, la zone que vous êtes en train de demander, il faut vraiment qu'il y ait ce qu'on appelle la reconnaissance. Il faut que les populations qui y vivent se reconnaissent dans Vordit. Alors, c'est ce qui n'a pas été le cas d'ici. D'accord. Alors, pour aller vite, nous n'avons pas assez de temps. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'on peut continuer d'espérer encore avec cet accord, que cet accord pourrait résoudre le problème, ou bien il faut se passer de cet accord, trouver d'autres alternatives? Alors, donc, on fait la casuistique, ce qui est techniquement faisable et moralement acceptable. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Alors, donc, moralement, le gouvernement et juridiquement, le gouvernement doit avoir son intégrité territoriale. Alors, à partir du moment où le gouvernement s'est préparé et pour faire face à ces situations de la guerre contre le terrorisme et des séparatistes. Au même moment, je pense qu'il y avait des mouvements qui sont en train de se préparer dans le cadre stratégique permanent. À ce niveau, il y a la force. La force est là, mais la négociation peut être enclenchée. Mais l'accord là est déjà caduc et inapplicable dans ces cas pareils. Ce genre d'accord-là ne peut pas amener la paix. Bakabini, vous pensez la même chose ou bien cet accord peut toujours tenir, peut nous amener à bon port? Bon, écoutez, moi je pense qu'on ne peut pas se passer complètement de l'accord. Parce que c'est ce que j'ai dit, que l'accord a une nature paradoxale à la fois politique et juridique. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails ici. Peut-être que si vous voulez, ça sera l'objet de notre débat. Mais c'est au nom, je dirais tout simplement que c'est au nom du droit d'exercer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire que le gouvernement s'est engagé dans cet accord. Et également, vrai ou faux, les groupes armés également ont formulé des revendications. Donc c'est au nom effectivement qu'ils estiment en avoir le droit. Donc c'est au nom de ce droit que ceci. Donc je dirais que cet accord est à la confluence du droit et de la politique. Et donc ça c'est un fait. Le deuxième fait que je voudrais avancer, c'est que on ne peut pas je pense qu'il ne faut pas désespérer de l'accord. Mais il ne faudrait pas continuer à croire, comme certains de nos frères des groupes armés prétendent en tout cas le faire valoir, qu'on peut appliquer l'accord tel que ça a été signé en 2015. Ce n'est pas possible. Et les choses ont évolué entre-temps parce que c'est à partir d'un rapport de force que cet accord a été signé à ce moment-là.
Mais c'est aussi, comment dirais-je, entre-temps, les choses ont bougé. Donc, il y a un autre rapport de force aujourd'hui qui est sur le terrain. Donc, forcément, il est aussi... Et ça, ce n'est pas une violation de l'accord. Parce qu'il est toujours dit qu'à chaque fois qu'une partie estime qu'on peut revoir donc, l'accord, des parties de l'accord, donc je pense que cette réserve également est incluse au niveau donc, de l'accord. Donc ce n'est pas une violation. Aujourd'hui, quand le gouvernement malien demande à ce que ses partenaires, les groupes armés, viennent s'asseoir autour d'une même table pour voir sauver de l'accord ce qui peut être sauvé et puis laisser tomber ce qui doit être laissé tomber. Je ne sais pas si vous avez une question. Quand vous dites que les rapports de force ont changé maintenant, est-ce à dire qu'il faut s'attendre à ce que les groupes armés aussi refusent le dialogue puisque voilà, ils le feront sous contrainte? Oui, non, mais je pense qu'ils peuvent refuser effectivement de participer à ce dialogue-là. Mais sauf que je me dis, d'un point de vue politique et même d'un point de vue militaire stratégique, ils n'ont aucun intérêt aujourd'hui à ne pas aller à la table de négociation. Parce que j'ai dit, entre-temps, les rapports de force ont changé. Les rapports diplomatiques ne sont plus en leur faveur. Si ils étaient à leur faveur à un moment donné, aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, les rapports militaires ne sont pas à leur faveur. Et donc, moi, je pense que compte tenu de tout ça, les groupes armés n'auront d'autre choix d'un moment à l'autre, aujourd'hui ou demain, ils n'auront aucun autre choix que de s'asseoir sur une même table, revoir avec le gouvernement malien, sauver de l'accord ce qui peut être sauvé. D'accord. Docteur Ali Tounkara, l'accord peut-il être sauvé? Sans Joumassi, deux scénarios rapides. Le premier scénario, serait qu'on risque, qui me paraît le plus plausible, d'assister, de rester longtemps dans cet état de non-effectivité, que de part et d'autre, on va continuer à s'accuser et même assister parfois à des scènes violentes en termes d'affrontement entre les éléments de force de défense de sécurité et certains membres de mouvements signataires ou non signataires de l'accord pour la paix. Ça me paraît la thèse la plus plausible parce qu'aucune des parties ne voudrait qu'on la responsabilise en termes de renoncement ou de cet accord pour la paix. Donc, je pense que le Mali aussi n'a jamais demandé officiellement, parce que les canaux comme sont connus, comment demander une relecture. Maintenant, le second scénario, c'est de voir une partie de renoncer, de carrément dénoncer l'accord. Donc, de dire à partir de cet instant T, je ne suis plus partie prenante de cet accord pour la paix et la réconciliation. Et là également, cela pourrait découler à des conséquences tout à fait néfastes. Donc je pense comme quoi, d'emblée, déjà, l'État du Mali supposerait que tous ceux-là qui ne s'inscriveraient pas dans ce corps social sont étiquetés comme des terroristes. Donc dénoncer l'accord ferait d'emblée ces mouvements armés des mouvements qui sont assimilables à des groupes terroristes ou à des criminels dans un état de droit. Donc de ce fait, je pense que ce risque, il est gros pour les mouvements armés et il est également pour l'État du Mali. Donc je pense qu'il est un peu marginal. Le premier scénario, de rester des années malheureusement dans cet état, me paraît le scénario le plus plausible dans le mois, voire dans les années à venir. Alors c'est ce qui va mettre fin à ce débat d'aujourd'hui qui parlait de l'accord pour la paix et la réconciliation. Le gouvernement a lancé un appel au groupe signataire de cet accord à reprendre le dialogue le lundi dernier. Est-ce qu'il faut s'attendre à une relance du processus de paix? Donc pour en parler, nous recevions Dr Ali Tounkara, il est analyste des questions sécuritaires et directeur du Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Dr Bakabini Keïta, il est enseignant-chercheur à l'université de Bamako, à l'ENSUP de Bamako, l'école normale supérieure, et Dr Ngolo Diarra, également enseignant-chercheur à l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Ce grand dialogue a été réalisé par Imirana Kiloumaïga, mise en onde de Adjaratou Traoré. À la régie vidéo, il y avait Salim Diouara, Sikou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.